On reçoit aujourd'hui Madame Pierrette Moret qui va faire paraître cette fin de semaine un nouveau livre, Tanneurs et tanneries de la Côte-du-Sud, une histoire à découvrir dans les cahiers d'histoire. Bonjour Madame Moret. Bonjour. Bien, tout d'abord, on va vous présenter. Oui. Allez-y. Vous voulez que je vous fasse un court résumé? Oui. Alors, moi, je suis une ethnologue de formation et aussi une archiviste. Et j'ai travaillé de nombreuses années aux Archives de la Côte-du-Sud, où je fais encore du bénévolat fréquemment. Et là, je fais partie aussi de la Société d'histoire de la Côte-du-Sud. Et vous avez décidé de vous pencher sur les tanneries dans la Côte-du-Sud. Vous avez découvert des choses quand même assez impressionnantes, mais tout d'abord, j'aimerais savoir comment c'est parti ce projet-là. Tout simplement, lorsqu'on a eu la nouvelle que la tannerie Bouchard serait démolie, la tannerie Bouchard qui était à Saint-Roch-des-Aunais, alors le journaliste Michel Chassé nous a contactés aux Archives de la Côte-du-Sud pour savoir en quelle année avait été construite la tannerie. Et moi, j'ai fait la recherche pour découvrir qu'elle avait été construite au départ, là, la première tannerie sur cet endroit-là, en 1856. Et que, de fil en aiguille, bien, il y a eu plusieurs propriétaires de la tannerie avant de passer au Bouchard. Et d'un tanneur à l'autre, je me rendais compte que j'en découvrais toujours de plus en plus. Et l'information s'accumulait. J'ai regardé aussi dans les recensements. Et puis là, je me suis dit, mon Dieu, il y a eu beaucoup, beaucoup de tanneurs. Puis, je voulais pas que cette information-là se perde parce que je me suis prise au jeu. Alors, je trouvais des informations, je me disais, hop, ça m'amène à un autre tanneur, ça m'amène à un autre tanneur. Oh, j'ai dit, là, je vais faire chercher encore plus. Regarde dans les recensements, regarde dans les comptoirs notariés. Puis, je trouvais toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et là, j'étais rendue à un moment donné avec plus d'une centaine de tanneurs dont j'avais retrouvé de l'information. Puis, je me suis dit, il ne faut pas que ça se perde. Tout d'abord, Mme Moret, c'est quoi un tanneur? C'était quoi une tannerie exactement? Bon, à l'époque, là, c'est artisanal. Alors, le tanneur, c'est celui qui va préparer les peaux. Beaucoup, c'était des vaches à l'époque, là, pour faire du cuir, faire des souliers, pour tout ce qu'on peut avoir besoin avec le cuir, mais surtout à l'époque, les souliers, les bottes et tout ça. Et au départ, on s'entend qu'au tout début, ici, quand les gens se sont installés, il n'y a pas de tanneurs là, professionnels, là, des vrais artisans. Ce qui fait qu'on tannait notre peau comme on pouvait. Quand on tuait une vache, ben, on ne pouvait pas perdre la peau. Bon. Mais ça ne durait pas tellement longtemps le cuir parce qu'on n'avait pas les bonnes techniques pour faire ça. Et à un moment donné, ben, il y a vraiment des personnes spécialisées, des tanneurs. On comprend que nos ancêtres sont venus de France pour la majorité à ce moment-là. Alors, le métier est parti des grandes villes comme Québec pour s'en aller en campagne. Et là, quand on a eu des tanneurs, des personnes vraiment qui étaient aptes à préparer la peau pour qu'elle se conserve longtemps. Et c'était vraiment un métier très épuisant. Il y a 5 étapes à faire pour pouvoir tanner une peau. Premièrement, bon, le cultivateur va tuer la vache. On va amener ça chez le tanneur. Mais là, il y a plusieurs peaux, disons, qui arrivent en même temps. Alors, il faut les saler. On les met dans le sel pour qu'elles se conservent. Puis là, on les met comme dans un entrepôt, un hangar. Puis là, parce qu'on ne peut pas toutes les tanner en même temps nécessairement, tout dépendant du nombre qu'on a. Alors, quand on est prêt à tanner un certain nombre de peaux, il faut les dessaler. Alors là, il faut les tremper. Ils sont un bout de temps dans l'eau pour enlever tout le sel. Après ça, il faut essayer. Vous savez, les vaches, bien, il y a toujours un peu de poil, puis il y a de la chair qui reste là, quand on bat sur la peau. Une autre étape pour réussir, ça, c'est avec de la chaux puis de l'eau, pour envoyer encore dans des cuves. Puis ça restait là des fois des mois de temps, là. Et puis là, manipuler ça, les sortir des cuves, c'est pesant, des peaux toutes mouillées et tout. Alors, c'est un métier très difficile. Là, une fois que c'était fait, ça, il fallait enlever la fameuse chair et les poils qui restaient. On avait des couteaux spéciaux pour ça. Là, une fois que ça c'est fait, ben là, à un moment donné, il y avait eu de la chaux pour enlever cette peau-là puis cette chair-là. Là, on appelait ça déchauler. Encore, envoyer ça dans des cuves pour enlever le déchauler, enlever la chaux qu'il y avait là-dedans. Encore pendant un grand nombre de temps. Et puis par la suite, encore pour le tannage, encore dans des cuves pour le tannage. Alors c'était vraiment quelque chose de très... je m'excuse, j'ai un petit chat qui veut monter sur moi. Alors c'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail, là. Ça pouvait durer, lorsqu'on préparait une peau, ça pouvait aller jusqu'à 2 ans, tout dépendant de la peau, puis qu'est-ce qu'on voulait faire avec. Alors, c'est un métier qui était difficile. Et les tanneries étaient installées à cette époque-là dans la maison même du tanneur. Oh! Alors,
en bas dans la cave, on avait toujours des caves qui étaient plus hautes. C'était fait exprès les maisons pour ça, pour avoir la tannerie en bas dans la cave. Puis les gens vivaient en haut. Alors on s'entend que c'était peut-être pas toujours facile. Les senteurs qu'il y avait, les gens étaient habitués, la famille était habituée à ça. Mais à un moment donné, pour déchauler, il fallait faire ça avec de la fiente de poule. On s'entend que ça sent pas tellement bon. Déjà au départ, les poux, qu'il y a de la chair après, puis qu'il y a une putréfaction qui se fait. En tout cas, c'était pas un métier facile, puis il y avait des senteurs. Alors, c'était des tanneries artisanales, maison tannerie. La tannerie était dans la maison. Évidemment, tout ça, c'est parti de la tannerie Bouchard, là, de cette discussion-là, mais il y avait beaucoup d'autres tanneries là, en Côte-du-Sud. Oui, oui, il y avait presque une tannerie par 2 villages. À une certaine époque, là, quand on se place, disons, à partir des années 1850, là, moi, où ce que je suis remontée le plus loin dans ma recherche, c'est à Kamouraska, au début des années 1800, qu'il y avait un tanneur officiellement. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas ailleurs, parce que moi, c'est pas exhaustif, ma recherche. Alors, ça ne veut pas dire qu'à Montmagny, il n'y en a pas eu un avant ça, mais là, je n'ai pas trouvé l'information. Mais c'est pas parce que je ne l'ai pas trouvé qu'elle n'existe pas. Mm-hmm. Parce que c'est quelque chose d'énorme, faire la recherche. Au tout début des années 1800, là, l'information, il n'y a pas de recensement qui existe. Même le premier recensement, les premiers recensements dans les années 1820-1830, on donne juste le nom du chef de famille. Puis comme les tanneurs, à l'époque, étaient aussi des cultivateurs, parce qu'ils tannaient les pots à l'automne, là, ils faisaient boucherie. Alors là, il y avait des pots à tanner. Alors, il fallait aussi qu'ils cultivent la terre pour réussir à vivre, parce qu'il n'y avait pas assez de pots à tanner. À un moment donné, dans les années 1850-60, là, ça va devenir vraiment de plus en plus juste un métier, parce qu'on va avoir besoin de plus en plus de peaux pour des souliers. Ça va venir un peu l'industrialisation qui va s'en venir tranquillement pas vite. Mais au départ, un tanneur ne peut pas vivre juste de ça, là, en tout cas pas en campagne. Je ne suis pas à Québec, à Montréal, mais en campagne, il faut aussi qu'il soit cultivateur. Fait que dans de nombreux documents, c'est marqué qu'il est cultivateur, pas qu'il est tanneur. Fait que c'est difficile des fois d'être capable de dire. Des fois, c'est dans je sais pas, dans les baptêmes, à une certaine période, à un moment donné, on mettait la profession du père. Puis des fois, j'avais tanneur, des fois, j'avais cultivateur pour la même personne. Fait que c'est tous des petits éléments comme ça. Quand je voyais tanneur à quelque part dans un document, je me dis, oh, lui, il a été tanneur, mais il était aussi cultivateur. Fait que c'est pas facile de toutes les retrouver à cause de ça, là, parce que des fois, c'était marqué juste cultivateur, mais en réalité, il était tanneur. Donc, c'est vraiment la façon de vivre des gens de l'époque aussi que vous avez découvert avec votre recherche. Oui, parce que on était tanneur de père en fils. Souvent, il y avait. Puis, disons, quelqu'un qui voulait devenir tanneur, ben, il faisait un apprentissage chez un tanneur, comme on va dire, patenté, là, qui était vraiment, qui faisait. Alors, puis là, ben, des fois, il côtoyait les filles de la maison parce qu'il habitait chez le tanneur, puis hop! Alors, il mariait une fille de la maison. Ça fait que souvent, des tanneurs, des futurs tanneurs avaient épousé la fille d'un tanneur. Puis, il y a tout un réseau comme ça, là, qui se fait aussi. À l'époque, là. Alors, dans les recherches, moi, quand je cherchais que j'avais un tanneur, je regardais toujours par la suite ses enfants, lorsqu'ils se mariaient, s'ils étaient tanneurs. Puis la fille, j'allais vérifier si c'était la fille d'un tanneur aussi, pour essayer de faire des liens. Donc, c'est vraiment une recherche exhaustive que vous avez faite. Tanneur et tannerie de la Côte-du-Sud, c'est le résultat dans les cahiers d'histoire. Oui. Madame Moret, vous allez d'ailleurs faire le lancement officiel de ce livre-là samedi prochain en après-midi dans le cadre du 30e Salon du livre de la Côte-du-Sud. Les gens vont pouvoir aller discuter avec vous et on va pouvoir vous voir à peu près à quelle heure là, pour le lancement. Je n'ai pas encore d'heure pour le lancement. On ne m'a pas encore confirmé l'heure exacte. Ça va être dans l'après-midi. Mais de toute façon, nous autres, moi, je vais être là parce que déjà, au départ, je vais être là pour la Société d'histoire parce qu'on n'a pas juste un cahier d'histoire. On a de nombreux cahiers d'histoire. Alors, je vais être là à la table de la Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud. Et votre livre va être disponible pour ceux qui le désirent? Oui, oui. Donc, on va aller vous rencontrer là-bas à la Vigie, donc samedi prochain. Sinon, de quelle façon est-ce qu'on peut se procurer les livres de la Société d'histoire? À la Pocatière, au Centre d'archives de la Côte-du-Sud, où les bureaux de la Société d'histoire sont là. C'est au 104e avenue, c'est-à-dire c'est à l'arrière du Collège de Sainte-Anne, au sous-sol du musée non, c'est plus le musée François-Pilote, maintenant c'est le musée québécois de l'alimentation et de l'agriculture. Alors, on est au sous-sol du musée. Merci Mais beaucoup. les gens le connaissent encore un peu sous le nom de François Pilote, oui. C'est peut-être pas mauvais de dire les deux noms, comme ça les gens vont facilement trouver. Exactement. Merci beaucoup, Mme Moret. On peut aussi l'avoir par la poste là, si les gens nous contactent. Ah,
C'est bien à savoir. Alors, on vous donne rendez-vous samedi prochain. On va aller vous rencontrer au Salon du Livre. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.